Vous m'entendez bien? Donc je m'appelle Paul Trambant. Je travaille, je suis donc en thèse chez Cozy Cloud, qui est une jeune start-up qui fournit une plateforme de cloud personnel. Et je suis également dans l'équipe de recherche Smith à l'INRIA Rocambourg, rattachée au laboratoire David de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du partage sécurisé en pair à pair dans le cloud personnel. Alors, il y a beaucoup de notions dans ce titre, je pense qu'elles ne sont pas toutes claires pour la plupart d'entre vous, notamment pour le cloud personnel, qui est une notion encore un peu jeune. Et pas de panique, je vais vous expliquer tout ça. Alors Clément a dit que le sujet sentait bon le geek barbu. C'est vrai que je ne me suis pas rasé, mais ne vous inquiétez pas, la présentation est faite pour que tout le monde comprenne, même pour les non techniques. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler un peu du contexte du web actuel, comment il est organisé aujourd'hui. Alors il est organisé en silos de données, des silos immenses, complètement opaques et inaccessibles pour les utilisateurs, également pour les autres silos, ils ne communiquent pas entre eux. Et c'est un système qui est hyper centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une volumétrie de données à un seul endroit, dans des data centers immenses, qui regroupent la majorité des données sur Internet. Et ces silos sont contrôlés en grande majorité par ce qu'on appelle les GAFA, éventuellement parfois on appelle les GAFAM, qui est un acronyme pour désigner les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, les grands majors de l'Internet qui contrôlent ce flux de données. Alors comment on en est arrivé là? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 90% des données mondiales qui ont été produites ces dernières années, ces 3 dernières années. C'est un chiffre qui est énorme. C'est une croissance exponentielle qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Tout ça, ça fait que les données, aujourd'hui, en particulier les données personnelles, sont devenues le pétrole du XXIe siècle. Le marché des données personnelles, à l'heure actuelle, est plus profitable et plus juteux, plus important que le marché du pétrole. Alors ça, c'est une conséquence directe, c'est que ces GAFA, ces majors de l'Internet, se sont lancés dans une compétition pour pomper le plus de données personnelles possible aux utilisateurs. Parce que ces données valent de l'argent. Vos données personnelles valent de l'argent pour ces grands groupes. Alors là, j'ai pris une petite photo d'écran. Ça, c'est quand vous installez l'application Facebook sur votre smartphone Android, il vous demande toute une liste de permissions. Alors la plupart du temps, vous ne regardez même pas ces permissions, vous faites accepter, vous faites pas gaffe. Alors, si on passe juste 10 secondes à regarder ce que demande Facebook, vous avez l'historique de l'appareil des applications, votre identité, vos agendas, vos contacts, votre position GPS, vos SMS. Pourquoi Facebook a besoin de vos SMS pour fonctionner? Votre téléphone, tant qu'à faire, et vos photos, vos contenus multimédia, tous vos fichiers. Bref, quand vous installez Facebook sur votre téléphone, vous lui donnez un accès à quasiment tout ce que vous avez sur votre téléphone. Alors qu'est-ce qu'il en fait, tout ça, Facebook? Il fait par exemple ce genre de graphe. Ça, c'est une publication faite par Facebook, une publication officielle, d'une étude qui a été faite sur les utilisateurs de Facebook aux États-Unis. Cette étude portant, entre autres, sur la religion et le statut amoureux des utilisateurs. Alors le premier graphe montre, pour chaque religion, quel est le pourcentage de personnes mariées ou en couple avec une personne de même religion. Donc vous voyez, typiquement, les Mormons sont mariés à 97% entre eux, avec une autre personne de religion mormone. À l'inverse, vous voyez l'autre extrême, la religion Jedi, religion populaire s'il en est, ne se marie qu'à 10% entre eux. Les Jedi ne sont pas communautaires. Le graphe d'en bas est assez amusant également. Ça fait une corrélation directe entre vos publications sur Facebook, votre fréquence de publication, et votre statut amoureux. C'est-à-dire qu'au milieu de la courbe, c'est le moment où vous passez de célibataire en couple. Et on voit qu'il y a une chute brutale, soudaine, de la fréquence de publication. Donc quelle est la conséquence de ça? C'est que Facebook, au final, nous connaît presque mieux que nous-mêmes. Parce que statistiquement, il est capable de prédire, avec une probabilité assez forte, quand est-ce que vous allez être en couple. Et inversement, il est aussi capable de savoir quand est-ce que vous allez rompre.
Vous pouvez voir toutes ces courbes sur Facebook, c'est une vraie publication, ils sont fiers, donc ils ont communiqué dessus. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? Déjà, ça montre ce que Facebook est capable de faire. Ça montre aussi son degré de moralité, parce que cette étude, elle est, à aucun moment, l'aval des utilisateurs n'a été demandé. Facebook a sorti ces données, à aucun moment les gens n'ont été prévenus qu'il y avait une analyse faite sur leur religion, sur leur statut amoureux, etc. Ce sont pourtant des données extrêmement intimes, sensibles. Alors si Facebook est capable de communiquer là-dessus, imaginez ce qu'il est capable de faire et ce sur quoi il ne communique pas. Et c'est là où ça devient inquiétant. Parce que c'est son business model. C'est exploiter nos données personnelles pour faire un profiling de plus en plus ciblé, de plus en plus intrusif, pour après faire de la publicité ciblée de plus en plus efficace. Et tout ça est rendu possible à cause de la centralisation. Parce qu'à un endroit, toutes les données sont disponibles de façon totalement opaque et centralisée. Autre effet pervers de la centralisation, c'est Ashley Madison. Alors, on en a déjà un peu parlé à la présentation d'avant. C'est un site de rencontres extra-conjugales qui a été piraté, et toute la base de données s'est retrouvée dans la nature. Donc, 37 millions de comptes. Donc là, la présence déjà dans cette base de données est extrêmement compromettante. Alors ça a créé des drames. Il y a eu des témoignages sur Reddit d'une personne homosexuelle vivant en Arabie Saoudite, passible de lapidation. Parce que c'est la peine en Arabie Saoudite pour l'homosexualité. Il y a eu également des divorces, des suicides, etc. Et ça a été rendu possible, encore une fois, à cause de la centralisation. Parce que toutes les données d'Ashley Madison étaient remises à un seul endroit. Aussi, le fait que le serveur avait également une password. Donc ça, c'est une autre histoire. Alors, quand on parle de cloud, souvent ça apparaît comme un terme un petit peu nébuleux pour les gens non techniques. Il faut juste dire que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est un ordinateur qui peut être très puissant. Dans un data center, il peut être redondé, répliqué, virtualisé, tout ce qu'on veut. Ça ne reste vraiment un ordinateur sur lequel on n'a généralement pas d'accès. Code is law, ça a été introduit par Lance Lessig en 1999. Celui qui contrôle le code du serveur contrôle l'utilisateur. Si on n'a pas accès au code, on n'a accès à rien, on n'est pas libre. Donc le pouvoir est du côté du serveur, qui est une boîte noire. Donc comment faire pour inverser ce pouvoir? Il va falloir démocratiser le serveur. On a mis 40 ans pour démocratiser le personal computer, pour arriver aujourd'hui à des interfaces extrêmement ergonomiques, utilisables quasiment par tout le monde. Par contre, pour les serveurs, en 40 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours une histoire, une affaire de geek, de spécialistes, il faut maîtriser la ligne de commande, c'est pas accessible à tout le monde. Alors, de la même façon qu'on est passé du computer au personal computer, on va vouloir passer du cloud au personal cloud, qui soit accessible à tous. Alors, le paradigme du cloud personnel, en quoi ça consiste? C'est que chaque individu puisse posséder son propre serveur personnel. Il peut être hébergé chez lui, à la maison, branché à sa box. Mais là, ça pose encore les problèmes d'administration, il faut maîtriser un petit peu. Mais on peut aussi posséder ce serveur, le louer chez un hébergeur qui est fait pour ça. Et après, ce serveur va être utilisé pour agréger toutes les données de l'utilisateur, agréger toute sa vie numérique à un endroit qui sera sous son contrôle. Parce que l'utilisateur est la seule personne légitime pour contrôler son patrimoine numérique. Et aujourd'hui, ça c'est techniquement et économiquement possible. Le hardware aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. On est quasiment au prix du gratuit. Et en faisant ça, on crée un nouveau paradigme. Actuellement, on est dans ce schéma-là. Les utilisateurs fournissent des données à des silos qui sont opaques et inaccessibles. Ces silos créent toutes sortes de traitements sur les données pour faire du profiling, de la publicité ciblée. Et aujourd'hui, on veut l'inverse. On veut que l'utilisateur agrège sur son serveur ces données, venant de capteurs, de localisation, de mails, n'importe où. Une fois qu'on a ça, on peut créer de nouveaux usages. On peut faire de la dissémination contrôlée. On maîtrise à qui on donne, on prête notre donnée. On peut faire des analyses croisées, de l'auto-évaluation, et même, si on va dans un futur un petit peu plus lointain, faire des calculs globaux, participatifs et anonymes. Par exemple, être capable, à l'échelle d'un quartier, d'une communauté, de faire une agrégation de traces énergétiques pour que l'EDF soit capable de calibrer la puissance de ces centrales en temps réel, sans jamais dévoiler la donnée de l'utilisateur.
Un exemple de cloud personnel, c'est Cozy. Cozy, c'est une plateforme donc, de personnel cloud que vous pouvez installer chez vous ou vous pouvez demander d'être hébergé directement par Cozy. Donc vous avez l'adresse de votre serveur, ici c'est la page de connexion, où vous vous connectez, et vous arrivez là, à la page d'accueil. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à une interface type smartphone. Vous avez accès à différentes applications. Alors en haut, vous avez les applications classiques, type calendar, contact, mail, fichiers, photos, etc. Vous avez également des applications de prise de notes. Et en bas, vous avez des applications un peu plus nouvelles, qui exploitent ce paradigme du personnel cloud. Par exemple, l'application des connectors en rouge qui permet d'importer, d'agréger des données de sources externes. Par exemple, vous allez pouvoir importer des données depuis Free, Orange, SFR, etc. Pareillement, vous allez pouvoir importer vos données des bracelets connectés, vos commits sur GitHub, tout ce qu'on peut imaginer de données externes. Une fois qu'on a récupéré ces données, ce qui est intéressant dans le cloud personnel, c'est que toutes les données sont donc au même endroit. Donc toutes les applications, finalement, sont interconnectées, parce qu'elles communiquent directement sur la data. Typiquement, quand vous importez vos factures des Free, eh ben, elles vont être accessibles dans l'application de fichier, parce que vous avez importé un fichier. Autre exemple d'interconnexion, vous avez une application bancaire, Crésus, qui permet donc de gérer vos comptes en banque. Et si vous avez une entrée dans votre relevé bancaire d'une facture de Free, en cliquant sur cette facture, hop, vous avez accès à la facture directement, qui est stockée dans le cloud personnel. Donc vous avez tout un ensemble de nouveaux usages possibles, et surtout vous reprenez la main sur vos données. Alors ne me croyez pas sur parole, tout ce que je vous dis, vous pouvez l'essayer sur le serveur de démo de Cozy, c'est demo.cozycloud.cc, ou encore mieux, vous pouvez aller sur le site internet cozy.io pour voir comment installer, comment s'approprier Cozy. Un mot rapide sur l'Internet des objets qui arrive. Demain, on va avoir chez nous toute une foultitude d'objets connectés qui vont communiquer sur Internet. Si on reste dans le schéma actuel de centralisation, le problème va être amplifié par un facteur énorme. Parce que là, on va avoir une volumétrie de données qui va être délirante. Et en plus de ça, ça va être des données extrêmement sensibles. Là, ce sont les données domestiques. Personnellement, je n'ai pas envie que Google ait accès à ce que, à mon frigo, à ma télé, à ce que je fais chez moi. Donc on va avoir encore plus le besoin d'un serveur personnel pour agréger ces données et les contrôler. À partir de là, on va pouvoir faire un personal big data. On parle beaucoup de big data dans les médias, dans les conférences. Pardon. Ici, ce sera un big data personnel. Vous allez pouvoir vous auto-évaluer, faire tout un tas de courbes de quantified sales, de monitoring bancaire, d'objets connectés, etc. et créer de nouveaux usages. Un point important, c'est la privacy. Aujourd'hui, il y a une surveillance de masse sur Internet, de par les gouvernements américains et autres. C'est rendu possible à cause de la centralisation. De comment fait les NSA pour surveiller l'ensemble d'Internet? Simplement, ils mettent des mouchards là où sont les données, chez Google, chez Facebook, chez les autres. Si maintenant chacun a son propre serveur, la surveillance de masse va être extrêmement compliquée, parce que là, il faudra pouvoir surveiller tous les serveurs de tout le monde. Ça devient impossible. Alors j'en arrive à la sécurité, bon, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. La sécurité avec le cloud personnel, ça amène de nouvelles problématiques. Déjà, quels sont les prérequis quand on parle de cloud personnel? Il faut que le serveur soit open source. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut aussi du coup que la communauté soit équipée pour pouvoir auditer ce qui se passe sur ce serveur et, le cas échéant, s'il y a un problème, pouvoir alerter cette communauté. C'est l'effet bouton rouge. Il faut également que le business model soit vertueux. On ne peut pas accepter qu'une société qui fasse du cloud personnel, son business model, ce soit la revente de données. Il faut également que l'architecture soit partitionnée et que les données soient distribuées non plus centralisées. Quand il y a une attaque sur Internet, type HTML ou autre, on peut toujours calculer son intérêt par rapport à un ratio gain-coût. Quand on est dans la décentralisation, automatiquement, ce ratio est inversé. Parce que le gain est énormément
a baissé, parce qu'au lieu de pirater un serveur avec toutes les données de tout le monde, si vous piratez un serveur, vous avez les données d'un utilisateur, et le coût augmente considérablement parce que vous n'attaquez plus un serveur, mais N serveurs. En revanche, si vous êtes vous-même une cible, le gain va toujours être très haut, sans pouvoir rien y faire. Et de même, si vous vous auto-hébergez sur un serveur qui est le passoire, le coût sera nul. Mais ça, on va pouvoir y travailler. On va chercher à sécuriser le plus possible le serveur personnel. Alors, comment le sécuriser? Bon, alors là, je ne vais pas trop m'étendre, ça pourrait prendre... il me faudrait toute une autre présentation pour vous en parler. Il y a quand même quelques points essentiels. Le premier étant de respecter les standards. Ça peut paraître bête comme ça, mais souvent, par manque de temps, d'expertise, les standards de chiffrement de la cryptographie ne sont pas respectés. La cryptographie, c'est une science, ne jouez pas les apprentis sorciers. Point essentiel également, c'est le chiffrement. Le chiffrement au niveau des échanges de données, mais également le chiffrement au niveau du stockage des données. Alors, ça c'est très bien, par contre, ça pose un problème éternel dans la cryptographie, c'est comment on gère les clés. Qu'on soit dans un chiffrement asymétrique ou symétrique, il y a un moment, il faut stocker la clé et la chiffrer. Comment on la chiffre, comment on la déchiffre, c'est un problème qui est toujours un peu compliqué. On a d'autres solutions de chiffrement qui arrivent, qui sont encore un peu de l'ordre de la recherche. Le chiffrement homomorphique, qui permet de traiter une donnée chiffrée sans jamais la déchiffrer. Alors, dans la théorie, c'est génial, du coup, vous n'avez jamais dévoilé votre donnée en clair. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Toutes les opérations ne sont pas possibles, la puissance de calcul est énorme, les performances sont assez mauvaises. Pour l'instant, on n'est pas trop à pouvoir l'utiliser. On a un autre chiffrement qui arrive, c'est le chiffrement quantique. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Bon. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est la sécurité physique. Alors, la sécurité physique, ça tient dans la poche. Ceci est une sécurité physique. Alors là, je fais un peu Steve Jobs avec mon petit appareil révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez un microcontrôleur pour faire de la gestion de données embarquées. Là-dedans, vous avez un système de gestion de base de données, un LGBD, qui tourne et qui va permettre de faire du traitement de données sécurisées embarquées. Vous avez une carte à puce pour faire tous les traitements cryptographiques. Et une carte SD sur laquelle vous allez stocker les données chiffrées. Alors ce petit matériel, il ne coûte pas cher, n'importe qui peut l'acheter. Il consomme peu et surtout il est résistant aux attaques physiques. C'est-à-dire qu'il est tampeur résistant. C'est si on vous vole ce petit token, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, de déchiffrer, de craquer les données à l'intérieur. Parce qu'il y a des protections pour détecter quand l'attaque arrive. Alors comment on va vouloir l'utiliser dans le cadre du cloud personnel? Ça, c'est cette vision-là. C'est avoir son serveur protégé avec ce token qui est branché directement en USB et qui va gérer toutes les clés de chiffrement. Je vous disais peu avant que les clés de chiffrement étaient le problème éternel de la cryptographie. Ce matériel permet de résoudre ce problème. Parce que les clés de chiffrement sont stockées à l'intérieur. Les opérations de cryptage, de déchiffrement, de déchiffrement sont effectuées en embarqué. Et du coup, la donnée ne sort jamais en clair sur le serveur. Ce qui fait que même si votre serveur est compromis, vous avez toujours des garanties de sécurité. Vous pouvez aussi l'utiliser pour traiter directement des données chiffrées extrêmement confidentielles ou tout un tas d'usages pour faire du contrôle d'accès, du contrôle d'usage, etc. Et là, on utilise toujours le cloud centralisé, c'est juste pour faire des backups chiffrés au cas où le serveur est compromis ou que vous avez perdu le matériel, qu'on vous l'a volé. C'est pas grave, vous avez un backup. Juste un mot pour finir sur la sécurité, sur le chiffrement. Quand deux personnes veulent chiffrer leurs échanges, il ne faut pas oublier que ça fait partie du droit au respect de la correspondance. Ça a été établi dans la Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle beaucoup du chiffrement, par les médias, par les politiques, par d'autres personnes éclairées. Qui utilisent le chiffrement aujourd'hui? Les terroristes, c'est vrai. Mais aussi les activistes, des personnes vivant dans les dictatures, qui ont besoin du chiffrement pour communiquer avec des personnes sans crainte de se faire arrêter par le gouvernement. Les journalistes. Snowden n'aurait jamais pu dévoiler le scandale du prisme sans le chiffrement. Et également des personnes normales, comme vous et moi, qui veulent juste avoir le droit de pouvoir avoir de la confidentialité, pouvoir échanger des données
sans que n'importe qui puisse intercepter. Donc, si on veut supprimer le chiffrement, comme certains politiques l'ont proposé, ou l'affaiblir, finalement, ça revient à affaiblir nos libertés. Parce qu'on n'aura plus la possibilité d'avoir des échanges privés sur Internet. Alors, une fois qu'on a nos serveurs personnels sécurisés, on va vouloir partager. Aujourd'hui, on est dans le web social. Les gens veulent pouvoir partager. De façon très pragmatique, on peut avoir la meilleure solution du monde, la meilleure solution logicielle. Si les gens ne se retrouvent pas, comme sur Facebook, comme sur Google, ils n'achèteront pas. Tant que les gens ne pourront pas poster leurs photos de chat, leurs lolcat, leurs mèmes, ça restera quelque chose d'isolé, d'une affaire de spécialiste. Et la privacy, ça doit être un produit, ça doit être un élément du produit, ça ne doit pas être le produit en lui-même. On a plein d'exemples d'entreprises qui ont vendu la privacy, la sécurité seule, sans les usages, sans la simplicité. Ça a été un échec à chaque fois. Alors, comment ça se passe aujourd'hui le partage sur Internet? Si Alice et Bob veulent partager des documents de façon simple, sécurisée et respectueuse de leur vie privée, comment ils font? Alors, s'ils veulent juste de la simplicité, voilà, c'est ce qui se fait de classique, c'est le Dropbox, c'est le Google Drive, c'est le Facebook, etc. Mais au niveau sécurité et privacy, c'est zéro. S'ils veulent au contraire insister sur la sécurité et la privacy, il y a des initiatives comme FreedomBox qui a un type de serveur personnel extrêmement sécurisé, mais vraiment pas simple à prendre en main. Ça, c'est vrai, il faut vraiment être technique pour maîtriser FreedomBox. Vous avez aussi GPG pour chiffrer vos correspondances, par exemple pour le mail. Mais là, encore une fois, c'est pas évident à gérer, il y a les clés. Il y a les clés de public, clés privées à générer, à gérer. C'est pas accessible à tous. S'ils veulent maintenant de la simplicité et de la privacy, il y a des initiatives comme OnCloud qui existent, qui permettent de faire un petit cloud personnel très simplement, de s'échanger des données. Par contre, niveau sécurité, c'est pas ça. La sécurité est à la charge de l'utilisateur. Donc TLS n'est pas activé par défaut, donc pas de HTTPS. Les données ne sont pas chiffrées également par défaut. C'est pas encore ça. Maintenant, si Alice et Bob veulent de la simplicité, de la privacy et de la sécurité, qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Tellement il n'y a rien du tout. Alors si en plus de tout ça, on voudrait rajouter la synchronisation. Pourquoi la synchronisation? Parce que là, dans une architecture décentralisée, on n'est pas dans le même paradigme au niveau du partage. Parce que quand on partage un fichier sur Dropbox, en fait, c'est juste un partage virtuel. La donnée est à un endroit sur le serveur et vous créez un accès pour vos destinataires. Dans le cloud personnel, vous allez répliquer la donnée sur chaque serveur pour chaque destinataire et du coup, vous allez vouloir synchroniser cette donnée. Sinon, vous n'allez pas pouvoir trouver les mêmes usages. OnCloud fait ça, mais de façon un peu dégradée, son protocole n'est pas totalement au point, il y a des performances un peu médiocres. Il y a Synthing, un projet open source qui monte, mais qui est aussi un protocole qu'il essaie de standardiser, mais c'est encore en développement. Et CodeJB, qui est un système NoSQL de base de données et qui intègre un protocole de réplication pair à pair extrêmement performant. CodeJB pourrait être une solution. Maintenant, les usages. J'ai parlé du cloud personnel, des nouveaux usages qui ont découlé. Pourquoi on ne pouvait pas créer de nouveaux usages pour les partages? Aujourd'hui, nos partages sont extrêmement statiques. Je déclare, je dis je veux partager telle photo avec telle personne clairement identifiée. Bon, c'est un peu ennuyeux. Avec le Personal Cloud, on pourrait créer de nouveaux usages. On pourrait créer des règles de partage extrêmement dynamiques, pouvant croiser n'importe quel type de document avec n'importe quel type de personne, pas forcément clairement identifié. D'ailleurs, l'identification sur Internet, c'est un problème récurrent qui existe depuis toujours. Vous avez le mail de quelqu'un, mais qui est potentiellement un deuxième mail, qui a également un numéro de téléphone. Vous n'avez pas forcément la réconciliation de ces entités. Dans le cloud personnel, comme vous avez tout votre patrimoine numérique à un endroit, vous allez potentiellement pouvoir faire une réconciliation automatique, alors soit de façon semi-manuelle, soit par l'intelligence artificielle, peu importe, mais surtout vous allez pouvoir créer des règles dynamiques et pouvoir, par exemple, déclarer « je veux partager toutes mes photos dans mon espace personnel avec les personnes qui apparaissent dessus ». Ça, si vous voulez faire ça aujourd'hui, bonne chance.
Mais avec le cloud personnel, ça va être rendu possible. Alors si je résume tout ça, l'objectif, ce serait un partage simple, sécurisé, respectueux de la vie privée, permettant la synchronisation de documents et l'expression de règles puissantes. Bon courage. C'est très compliqué à faire, ça n'existe pas, il y a encore du boulot. Alors il n'y a pas de solution miracle, par contre il y a des éléments de réponse pour chacun de ces éléments. Si on veut de la simplicité, il faut du personnel cloud, il faut des interfaces claires, simples pour tous les utilisateurs. Si on veut de la sécurité, il faut des échanges chiffrés avec des protocoles robustes, de préférence protégés par un hardware sécurisé dédié. Si on veut de la privacy, l'utilisateur est maître de son cloud, lui et lui seul. On veut de la synchronisation, il y a différents types de protocoles qui existent. On veut de la puissance d'expression, il faut être capable d'exprimer des règles de partage puissantes, génériques, créer de nouveaux usages. Là-dessus, c'est sur quoi je bosse. To be continue. Dernier point dont je n'ai pas encore parlé, qui me tient à cœur, c'est l'interopérabilité. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot? L'interopérabilité, c'est juste la compatibilité. C'est le fait que tous les serveurs personnels décentralisés puissent se comprendre. Aujourd'hui, tous les petits poissons dans la mer en furie, ce sont les serveurs personnels. Ce sont les projets open source, les COSI, les OnCloud, les Windows. Le gros poisson, c'est Facebook, Google et les autres. Et en ce moment, Facebook et compagnie bouffent les petits poissons. Mais le jour où tous ces petits poissons vont finir par se comprendre, avoir un protocole interopérable, ils vont pouvoir s'allier, mutualiser les ressources, grandir, grossir, jusqu'à enfin bouffer ce gros poisson. Merci beaucoup.